Merci Éric Ciotti d'être avec nous. Merci beaucoup, président des Républicains, toujours. Hein. Merci à vous. Toujours président des Républicains. Merci. Comment vous allez, Éric Ciotti? Très bien. Parce que là, c'est vrai que ça a été une décision quand même incroyable. Je pense que c'est la décision la plus importante de votre carrière que vous ayez prise. Incontestablement. Incontestablement, c'est une rupture. C'est une rupture dans la vie politique. J'ai cassé, je crois, ce mur qui avait été érigé autour de la droite, sur des raisons qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens, pour dire, eh bien, la gauche s'allie avec les gens les plus dangereux, les plus extrémistes, et la droite ne peut pas s'allier aujourd'hui avec des personnes qui sont irréprochables, qui ont un comportement très républicain à l'Assemblée nationale, qui ont montré le respect des institutions, qui ont, en chaque circonstance où la nation était en danger, fait preuve de hauteur, comme après les attentats du 7 octobre. Voilà, donc on a toujours cette chape de plomb que certaines, vieilles barbes, j'allais dire, sont toujours sur des codes qui datent de 40 ans. J'ai cassé ces codes, je l'assume, je le revendique, c'est une décision... Vous ne regrettez pas aujourd'hui? Non, je ne le regrette pas, parce que, bien sûr, je me fais insulter par mes anciens amis, mais je crois que c'est eux qui sont dans l'erreur. Mais quand je suis sur le terrain, quand je suis dans ma circonscription, quand je suis surtout avec les candidats que je soutiens, je ne reçois que des témoignages de soutien. Et il y a deux mots qui reviennent le plus fréquemment, c'est « enfin » et « courage ». Voilà, je crois que quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Il y a une espérance, l'espérance qu'enfin, on va pouvoir gouverner le pays différemment, que cette alliance, elle a du sens, qu'elle est responsable, qu'elle est cohérente, et que les Français ont envie d'essayer ce qu'ils n'ont jamais pu essayer, finalement. Vous avez envie d'être au pouvoir aujourd'hui, Éric Ciotti? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous en avez envie bon, bien sûr, vous, mais est-ce que vous en aviez? Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer, avec cette alliance, la vie des Français ou pas du tout? C'est l'enjeu majeur, bien sûr, autrement je ne serais pas engagé. Je crois qu'on peut changer les choses. J'en suis même certain. Ça fait 40 ans, et je ferai une exception de 2007 à 2012, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, parce qu'il y a eu une immense espérance, et il a essayé, tout n'a pas été réussi. Mais autrement, on est prisonnier de ce piège posé par François Mitterrand, et qui nous a toujours conduits à une espèce de social-démocratie molle, sans courage, à cette impuissance, à cet immobilisme dont le macronisme a été la quintessence. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 7 ans? Plus de dettes, plus de déficits, plus d'impôts, plus de violence dans la rue, plus d'immigration, moins de pouvoir d'achat. Vous pensez que ça peut changer avec vous? Bien entendu, je dirais, et ça c'est pas un argument qui est recevable, ça peut pas être pire. Au stade où on en est, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de donner un nouvel élan à la France. C'est de reconstruire, c'est de rebâtir, c'est de garantir la sécurité des gens. Mais sincèrement, quand certains, je vois, jouent avec les peurs en disant demain, ça va être le grand soir. Alors ça, j'ai vu Bruno Le Maire. Il y a les bruits de bottes. Ça, pour moi, ça c'est. Alors je vous le dis, les Bruno bruits Le Maire. de bottes. Voilà, les gens entendent les lames de couteau. 120 attaques par jour, le danger il est là. Oui. Donc les gens, ils considèrent comme ridicules ces accusations. Moi je vais vous dire, Bruno Le Maire, je l'ai vu là encore dire ça. Alors pour moi ça, je vous le dis, on peut dire ce qu'on veut, mais ça moi c'est le dernier argument, hein. Je suis désolé, hein. Ça c'est un argument qui n'est pas recevable. Dire, il va y avoir des émeutes en France si tel ou tel parti passe, je suis désolé, hein. Ça c'est l'argument zéro. Il joue avec c'est l'argument zéro d'une campagne. Je suis désolé, zéro. Vraiment, c'est quand t'as pas d'argument, tu dis ça en fait. C'est le dernier argument. Voilà, non, mais ça a toujours marché. C'est même pas un argument pour moi. Ça a toujours marché pendant des années. C'est pour ça que M. Macron est au pouvoir, c'est pour ça que M. Hollande a été au pouvoir. Mais aujourd'hui, on a dit stop et on va changer. Jordan Bardella, il a affirmé qu'il ne deviendrait pas Premier ministre si bien sûr le Rassemblement national n'obtient pas une majorité absolue aux prochaines élections. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que si, imaginons il faut qu'on ait la majorité absolue. Je sais, mais imaginons, comme là on peut le voir dans les projections, et on a vu que lors des sondages des européennes, les sondages franchement étaient assez conformes à ce qui s'est passé. Là, on voit qu'avec vous, il serait à 250, 260, hein, c'est ça. Oui, il en manquerait une vingtaine de sièges. Hein. Oui, après c'est plus compliqué de faire des sondages pour les législatives que pour les européennes. Et ils s'étaient énormément trompés, les sondages, pour les législatives de 2022, où ils avaient donné une vingtaine de sièges au Rassemblement national, qui en a eu 89. Exactement. C'est vrai. Donc vous pensez que vous allez pouvoir avoir la majorité absolue? Je suis convaincu que les Français voudront donner une majorité absolue à notre coalition. Pourquoi? Parce qu'il y a
une question simple est posée. Est-ce que vous voulez Mélenchon et ses amis à Matignon au pouvoir ? Et là, le danger, il est vraiment là, et notamment un danger économique, parce que c'est 100 milliards d'euros de plus d'impôts, c'est la confiscation du patrimoine de toute une vie. Ou est-ce que vous voulez Jordan Bardella avec un programme qu'il a présenté d'ailleurs ce matin, qui est très responsable, qui est très équilibré, et qui permet d'abord d'assurer la sécurité, de combattre l'immigration, de régénérer un modèle éducatif qui est aujourd'hui en déclin. Donc, le vote au milieu, il sert à rien. Je dirais, je l'avais dit le soir des élections européennes, le macronisme est fini. Donc votez pour les candidats de M. Macron et de leurs alliés. Vous dites comme François Hollande alors Oui, parce qu'il y a une logique. Là-dessus, ils sont d'accord. Non, mais c'est la logique du scrutin majoritaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris cette décision. Parce que quand on est au scrutin majoritaire, il y a toujours deux blocs qui se dessinent. Et là, dès qu'il y a eu l'alliance de l'extrême gauche, je me suis dit, si on veut sauver le pays, il faut prendre cette décision courageuse parce que c'est à la droite de s'unir pour s'y opposer. Macron, avec son bilan, il ne peut plus s'opposer à l'extrême gauche. Il est décrédibilisé. Donc il n'y a que cette alternative et tout ce qui est au milieu, c'est un vote inutile. Et je le dis aux Français, il faut voter utile. Soit ils veulent M. Mélenchon, et après tout, je respecte, on est dans une démocratie. Je ne suis pas sûr que la démocratie subsiste si M. Mélenchon arrivait au pouvoir. Mais c'est un autre enjeu. Mais aujourd'hui, on est dans une démocratie. S'ils veulent voter Mélenchon, ils savent à quoi s'attendre. Mais je dis à tous les autres, et notamment à ceux qui ont peut-être encore envie de voter pour les amis d'Emmanuel Macron, ou d'Édouard Philippe, ou de M. Bayrou, ou les amis de tel ou tel de ma famille politique qui sont en discussion en catimini avec la majorité, eh bien, ce vote, il sera inutile, parce qu'il n'empêchera pas Mélenchon. Ils seront troisième et donc éliminés. Donc, il y a un vote pour assurer le redressement de la France, et pour donner une majorité, c'est le vote de la coalition des droites que nous avons fondée. Alors oui, Gauthier, vous vouliez juste dire un petit truc sur... Non, mais bien sûr, il y a eu des deals, je sais que ça a été nié par Gérard Larcher, mais on l'a révélé au Journal du Dimanche avec mon camarade Jules Torres, il y a eu évidemment des deals locaux entre des Renaissances et des Républicains. Je te mets pas un LR face à ton député sortant et vice-versa, bien sûr que ça a été dealé. Bien sûr, il y en a à peu près la moitié, hein. J'en ai dans mon département, les plus virulents contre moi, en l'occurrence Madame Tabarot, n'a pas de candidat de la majorité. Par contre... David Lisnard, qui est quelqu'un de solide dans ses convictions, lui a un adversaire qui par ailleurs vient de la ville du Canet voisine. Donc, ils ont fait un choix comme vous avez fait le vôtre. Exactement. Ils ont fait le choix de la majorité. Mais il n'y a pas le même regard. S'il vous plaît, et vous avez fait le choix d'extrême droite. Mais la différence c'est que moi je l'ai fait devant les Français, en transparence. Ça me vaut les attaques. Moi je l'ai fait au Trésor de TF1, dans les yeux devant les Français. Donc j'ai pas planqué ma position. Eux, ils l'assument pas. Elle est honteuse. C'est l'alliance honteuse. Voilà, cette alliance honteuse, je la dénonce. Il y a Chris qui est avec nous. Bonjour Chris. Bonjour Cyril. Bonjour Chris, merci d'être avec nous. Vous habitez où ? J'habite à Nice. J'ai sévi là-bas. Mais Cyril, vous avez sévi partout. Merci Chris. On se verra cet été, je serai sûrement du côté de Nice. Avec plaisir. Ça me fait plaisir. Si on peut faire la promenade des Anglais, tout, on fait un petit tour. Un match de paddle plutôt. Franchement, avec plaisir. Avec plaisir, Chris. Vous faites quoi dans la vie ? Ok. Je suis agent immobilier. Alors comment on est là en ce moment sur l'immobilier ? Paraît que c'est pas bon. Non, on est beau. On est très beau. Je sais. Bon, j'espère que ça va remonter. Hein. On me dit qu'il va y avoir une remontée pour janvier-février. Donc, 2026. Non, 2025. Ce qu'on fait, on passe Noël ensemble et après, ça se passera bien. Voilà, on fait ça, Chris. Okay, c'est pas mal. Voilà, comme ça fait du bien. Éric Ciotti est avec nous sur Europe 1. Est-ce que vous avez une question pour lui ? Oui, bien sûr. D'abord, je voulais dire bonjour à toute la fine équipe qui est autour de la table. Bonjour. Merci, c'est toujours un bonheur de les avoir, vous savez. Alors, monsieur Ciotti, bonjour. Bonjour. Une question très simple. Si vous arrivez aux responsabilités, qu'est-ce que vous comptez faire pour assurer la sécurité de nos compatriotes juifs en France ? Une réponse très simple. Être implacable contre ceux qui portent des paroles, et je dis bien des paroles, des actes naturellement, des actes et des paroles antisémites. Je crois que la justice doit faire son travail avec une fermeté implacable. On a trop toléré l'intolérable. 700% d'actes antisémites de plus depuis le début de l'année. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'amis de confession juive. J'étais hier après-midi à la manifestation pour la libération des otages
place du Palais de Justice à Nice, vous y étiez peut-être, et tous me disent leur inquiétude, leur terreur aussi de voir peut-être élus dimanche les amis de M. Mélenchon qui ont eu ces comportements immondes depuis le 7 octobre. La réponse est une fermeté, rien accepter, ne rien laisser passer, rien tolérer, faire en sorte que chaque juif de France, chaque Français juif puisse vivre en paix dans une France qui les protège, qu'il n'y ait pas la nécessité qu'un Français de confession juive change ses enfants d'une école parce qu'ils sont harcelés ou ils sont victimes de comportements intolérables. Donc la fermeté, la sanction, des instructions pénales immédiates, des incarcérations demandées qui devront être requises par les parquets sur instruction du ministre de la Justice pour ne rien laisser passer. Merci Éric Ciotti de votre réponse. Chris, est-ce que ça vous va ? Oui, ça me va, mais je veux pas entendre la protection parce que les juifs, c'est pas des bébés phoques, quoi. Ils ont pas besoin d'être protégés, ils veulent juste vivre. Je ne suis pas juive, hein, mais c'est pas une espèce protégée. Ils veulent juste vivre comme tout le monde, en paix, tranquille, pouvoir sortir comme ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, comme tout à chacun. Et tout le monde veut les protéger, mais vous n'êtes pas, les juifs ne sont pas une espèce protégée. Il faut que tout le monde soit protégé. Oui. Et voilà. C'est la réponse que j'allais vous apporter. Je crois que chaque Français doit être protégé de la violence. Il y a 1000 actes de violence par jour dans notre pays. 120 agressions à l'arme blanche, au couteau. Il y en a tous les jours dans notre ville à Nice, malheureusement, quasiment tous les jours. Je vois les bilans qu'on reçoit, c'est terrifiant. Donc il faut que chaque citoyen soit protégé, mais il y a une circonstance aggravante, si j'ose dire, à être attaqué parce qu'on porte, on croit dans une confession. Et le martyre du peuple juif, il n'y a pas si longtemps que ça, ne peut pas aujourd'hui être réitéré par les barbares islamistes. Merci Chris d'avoir été avec nous. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup. Et on se fait un paddle cet été. Allez, avec merci. plaisir. Merci, au revoir. On a Pascal avec nous, qui habite Nice aussi. C'est un truc de fou. C'est ouais, ou pas bien sûr. Pascal, bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Pascal. Je sais que vous habitez à Nice. Ben oui, Cyril. Je vous présenterai Chris, une amie qui habite à Nice. C'est gentil. C'est pour moi, c'est cadeau. Merci Pascal d'être avec nous. C'est pas le sujet de l'émission. Je sais, je sais, c'est pas le sujet. Vous faites quoi dans la vie, Pascal ? Je travaille dans la finance. Ah, oula. D'accord, vous étiez un collègue d'Emmanuel Macron ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, Pascal. Commencez pas. Oui, vous me connaissez. Hein. Pascal, vous avez une question pour Éric Ciotti, allez-y. Oui, monsieur Ciotti, bonjour. Bonjour. Bon, ça fait des années que je suis sur Nice. Moi, je vous appelle parce que, vous parlez d'union des droites, ce qui est très bien, à la base. Moi, je suis complètement pour. Mais aujourd'hui, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu... vous allez être un petit peu restreint au niveau des gens que vous allez présenter. Alors, je ne parle pas de la région à Nice parce que c'est particulier. Hein. Chez nous, dans le sud-est, on sait très bien comment on vote. Mais par contre, c'est dans la France entière. Qu'est-ce que vous avez comme réserve ? C'est surtout ça qui m'inquiète, moi. Parce que l'union des droites, je veux bien, mais la majorité absolue, on ne va pas l'avoir comme ça sinon, hein, si on ne l'a pas. Voilà. Écoutez, c'est ma question, M. Ciotti. Moi, je crois en la majorité absolue. Je crois à la volonté des Français de déjouer le piège d'Emmanuel Macron. Parce que le rêve secret d'Emmanuel Macron, c'est sans doute pour ça qu'il a dissous, c'est qu'il y ait un blocage de nos institutions. C'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue, que personne puisse gouverner, qu'il y ait une majorité de blocage. Et là, il va jouer par des subterfuges dont il a le secret. Donc, la réponse des Français, moi je crois en cette réponse, c'est une réponse de volonté et de bon sens, c'est de donner à notre coalition une majorité absolue. Vous savez, il y a les derniers sondages, là, ce qu'on appelle les rollings qui viennent de sortir, ils sont assez clairs ce soir. Qui progresse ? Le bloc des droites qui gagne un demi-point, et le bloc d'extrême gauche, c'est ce que je disais il y a quelques instants. La majorité macroniste perd un demi-point. Donc ça veut dire que les écarts se creusent. Il y a deux pôles qui peuvent jouer la majorité. C'est le pôle extrême gauche, le danger Mélenchon, et c'est le pôle des droites
avec Jordan Bardella à Matignon. Donc, les écarts, ils sont en train de se creuser et je pense qu'il faut, et je dis et je lance un appel à tous les électeurs qui ne m'ont pas encore rejoint, y compris dans ma famille politique ou ceux qui s'apprêtent encore à voter peut-être pour Emmanuel Macron, de dire ce vote ne sert plus à rien. Votez utile si vous ne voulez pas Mélenchon. Merci pour votre réponse, Éric Ciotti. Ça vous va, Pascal ? C'est clair. Moi, je suis un ancien électeur de Sarkozy. Je suis passé à Reconquête, avec Éric Zemmour. Mais oui, j'ai suivi ce qui était l'objet du vote au temps des législatives les dernières. J'ai voté Ciotti. D'accord. Et puis, je vais revoter Ciotti parce qu'il n'y a que Ciotti sur la première circonscription. Je voterai pour lui, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que il faut l'union des droites si on veut s'en sortir. Et on voit bien la fébrilité de la gauche aujourd'hui avec tous les artistes qui se réunissent. On n'en a jamais vu autant. Il y a une fébrilité. Vous dites quoi tous ces artistes? Vous avez vu Nagui, Marianne James? Je dis simplement qu'il y a une fébrilité de tous. C'est pour ça qu'on les voit tous en train de surréagir. Et à un moment donné, ça va. De toute façon, ils savent très bien que, à mon avis, c'est mal barré pour eux. Voilà. Vous, ça vous fait réfléchir quand vous voyez des artistes comme ça qui vous disent non, il ne faut pas aller voter pour l'Europe? Bien sûr, la politique de la pensée. Vous avez lu 84, George Orwell. On en est un peu là, aujourd'hui. D'accord? Voilà, c'est un peu ça. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Merci. Je serai à Nice cet été, Pascal, si vous me croisez. C'est bien, mais moi j'ai pas le temps, mais bon, c'est bien pour vous. Merci, ça fait plaisir, Pascal. Ça fait plaisir. Merci, Pascal. Sympa, Pascal. Sympa. J'oublierai pas, Pascal. Merci. Chris était d'accord. Merci. Gilles Verdez a une question pour Éric Ciotti. Monsieur Ciotti, que répondez-vous à ceux qui vous taxent d'opportunisme, d'avoir rallié le Rassemblement national pour sauver votre propre circonscription? C'est vrai que je vous voyais ce matin, je vous ai regardé à la télévision quand M. Bardella exposait son programme, tout proche de Marine Le Pen, mais sans pouvoir vraiment vous exprimer. Est-ce que vous n'êtes pas une sorte de prise de guerre finalement? Je ne crois pas. J'ai expliqué les motivations qui m'ont conduit à cette décision. D'abord, je le dis aussi, le constat de l'impuissance de ma famille politique, rongée par les ambitions, les contradictions des uns et des autres qui... pour les uns, restaient planqués sans oser s'engager dans les combats. Pour les autres, voulaient une alliance avec la Macronie sans le dire. Et j'ai essayé pendant 2 ans de faire en sorte qu'on ait une ligne claire. On a eu un bon candidat aux Européennes, François-Xavier Bellamy. Il a du talent, il est intelligent, il a du charisme, il a bien bossé à l'Europe. Il a pris la décision de ne pas vous suivre. Malgré tout ça, on n'a fait que 7%. Après les 4-7 de Madame Pécresse. Donc... la dissolution est arrivée. Je me suis dit, je crois que c'est le moment de renverser la table, d'arrêter avec ces vieux codes où on jette des oukases. Mais Nicolas Sarkozy dit que vous n'avez pas renversé la table, que vous êtes devenu simplement, je le cite, c'est dans le JDD, le supplétif du RN, et que ce n'est pas une ambition, mais un constat de renoncement. Oui, il a aussi... c'est plus nuancé ce qu'il dit dans l'interview. Oui. Il n'a pas mis de critiques de fond. Il a d'ailleurs dit que ceux qui portent des jugements moraux ou des attaques en convoquant le passé sont totalement, ne connaissent pas l'histoire de France. Quand je vois que certains ont comparé notre engagement à celui de Pierre Laval, mais c'est d'un ridicule absolu. C'est Christian Estrosi qui a fait ça. Oui. Je voulais pas le citer parce que ça mérite pas. Je sais, vous n'aimez jamais citer Christian Estrosi. Mais je dirais c'est tellement grotesque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en face, ceux qui vont voter dans ce sens, ce sont des nazis. Sont des nazis. C'est la logique. C'est la logique. Donc c'est tellement ridicule de traiter les Français qui n'en peuvent plus, qui veulent de la sécurité, qui veulent moins d'immigration, qui veulent plus de pouvoir d'achat, parce que ceux qui les ont gouvernés ont été incapables de leur amener, et ces gens-là seraient des néo-nazis, mais c'est tellement grotesque. Jordan Bardella, il est né 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ces arguments, ils ne font qu'accroître cette poussée, cette volonté de changer, parce que ces gens, c'est eux qui nous ont mis dans la difficulté, j'allais utiliser un autre mot, parce qu'ils ont tellement été incapables de diriger. Quand M. Estrosi a été ministre de l'Industrie, ça a été une catastrophe ambulante, voilà. Et c'est pour ça qu'on en est là. Il augmente les impôts à Nice. C'est pour ça qu'il y a de la colère aussi de 25%, parce qu'il a fait des trous en allant financer un Grand Prix de Formule 1 au Castellet. Et il vient nous donner des leçons. Mais ils comprennent pas qu'ils sont finis, ces gens, que les citoyens français n'en veulent plus de leur discours empreint de moraline, parce que eux,
Moraline, ils l'utilisent pas pour eux-mêmes, ils l'utilisent pour les autres. En tout cas, il n'y a pas de langue de bois avec Éric Ciotti. Merci. Gauthier Lebray, c'est bon. Merci. Une question programme, Éric Ciotti. Vous étiez, comme le disait Gilles tout à l'heure, à la conférence de presse de Jordan Bardella. Il a dit que les binationaux ne pourraient plus accéder à toutes les fonctions. Est-ce que ce serait interdit d'accéder à certaines fonctions sensibles? Est-ce que vous pouvez nous faire la liste de ces fonctions et est-ce que vous soutenez cette mesure d'interdiction aux binationaux? Naturellement, je la soutiens. Il a parlé de quelques emplois, quelques emplois dans des services stratégiques. Là, je pense peut-être à la DGSI ou à la DGSE. Il y a des endroits qui sont stratégiques. Moi, j'ai été président de la commission d'enquête, donc c'était pas un binational, qui a, après l'attentat, vous savez, au sein de la préfecture de police de Paris, au sein où un agent de la direction du renseignement, de l'APP, de la préfecture de police, avait assassiné 4 de ses collègues de façon tragique. Bon, ça posait, et on a posé des questions pour qu'il y ait plus de sécurité dans des services aussi sensibles. Eh bien, dire par principe de précaution qu'il n'y aura pas de binationaux, voilà, Jordan Bardella a dit qui imagine aujourd'hui qu'il y ait un franco-russe dans un service de la défense nationale. Bon. Voilà, par exemple, préfecture de police, plus de binationaux. C'est une question, pas dans tous les services de la préfecture de police. Quelqu'un qui sera à la direction de l'ordre public de la circulation, mais quelqu'un qui est à la DRPP, quelqu'un qui est au service de renseignement intérieur à la DGSI ou à la DGSE ou à la direction du renseignement militaire, ça paraît quand même assez logique et relevé d'un principe de bon sens qu'on dise... Quand on a une double affiliation, il peut y avoir un petit doute sur celle qu'on choisira quand les intérêts vitaux de la nation sont en cause. Géraldine Maillet. Oui, monsieur Ciotti, une question de vieille barbe, je suis désolée. Alors, on a entendu ce matin monsieur Bardella, donc son Big Bang de l'autorité, à l'école et tout ça. Donc ça, c'est vraiment des thèmes de prédilection et vous les maîtrisez parfaitement bien. Mais qu'en est-il de l'économie? Parce qu'il a complètement détricoté son programme. Il n'est plus question de TVA qui était promis au départ. Si. Non, mais pas si bas. Ça a changé. Sur l'énergie. Pas si bas en Russie. Sur l'énergie. Pardon? On baisse la TVA. Oui, mais au départ, c'était à 5. Aujourd'hui, c'est plus haut. 5,5. Donc, c'est l'électricité, le gaz, le carburant. Oui, voilà. Et il a dit à 11 après. Donc, il y a un changement. Il y a une diminution qui est substantielle, qui est importante et qui va redonner du pouvoir d'achat aux Français. Bon, la retraite, on n'en parle plus. Il y a un audit. On est d'accord que malgré tout, son programme économique est très 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 loin des programmes économiques des Républicains. Vous, la retraite, vous n'étiez pas pour... Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on fait le même constat de la gravité de la situation des comptes publics. C'est pour ça qu'il y aura une commission du bilan. Là encore, j'entends des leçons de ceux qui ont accumulé 1000 milliards d'euros de dettes, qui ont produit les doubles déficits publics et commerciaux les plus élevés quasiment de notre histoire, qui ont conduit à des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts au niveau le plus élevé au monde. Certes, monsieur Ciotti, mais vous, l'homme de droite, le républicain, la retraite, vous pensez qu'il faut qu'on s'arrête à 60 ans? Ils viennent nous donner des leçons. Moi, je dis, l'homme de droite que je suis, dit avec Jordan Bardella, on va faire des économies. On va supprimer les agences régionales de santé, par exemple, qui aujourd'hui mettent des normes, empêchent les gens de se soigner comme il conviendrait, empêchent l'installation d'équipements, de scanners, d'IRM. Je l'ai vécu dans ma ville. Donc tout ça, créant des fonctionnaires, les 470 agences de l'État, on peut fonctionner différemment. Il faudra un jour revoir le millefeuille territorial. Est-ce que les régions sont vraiment utiles? Moi, je dis très clairement non. Ça sert à rien si ce n'est faire des normes, parce que ce sont des échelons qui ne sont pas des échelons de proximité, comme le sont les communes et les départements. On doit et on peut réformer l'État. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait 40%, presque 40%, allez, soit 36% de personnel administratif dans la fonction publique hospitalière? Est-ce qu'il est normal que plus de 33% du personnel de l'éducation nationale, environ 1 100 000 personnes, ne sont pas devant les élèves? Tout ça, ça peut produire des milliards d'euros d'économies. La fraude sociale, le coût de l'immigration, j'ai cité ce chiffre, j'ai eu droit à tous les fact-checking de la Terre. J'ai dit, chaque nuit, 52 000 lits d'hôtel sont payés par l'État en Île-de-France pour accueillir essentiellement des étrangers dont la plupart sont en situation irrégulière, notamment les déboutés du droit d'asile. Bien, c'est la stricte vérité. Ça coûte 1 200 000 € par an. L'AME, ça coûte 2 milliards d'euros. Donc,
on va faire des économies. Et là, on dit la même chose. Moi, quand on a présenté le contre-budget des Républicains, on disait qu'on voulait baisser les taxes sur les carburants. C'est la même chose. Quand nous disons sur la réforme des retraites, c'est la question des carrières longues. C'est une mesure qu'on a portée. Moi, j'ai négocié la réforme des retraites avec Madame Borne et il y avait une revendication des Républicains. Elle était d'ailleurs portée par Monsieur Pradier à l'époque pour les carrières longues. Donc, je suis pas du tout en contradiction. Je suis pas du tout sur cette mesure en contradiction. Pour le reste, la commission du bilan nous donnera les marges de manœuvre. Je crains malheureusement que nous connaissions bien la situation, mais que nous allons encore découvrir des cadavres dans le placard et nous agirons en fonction. Mais simplement, de grâce que ceux qui ont mis le pays dans cet état ne viennent pas crier au loup alors que c'est eux qui ont tout détruit. La bourse Davis pourtant. Hein. Oui, mais ça c'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Non, que la bourse Davis, c'est normal. C'est l'incertitude. C'est l'incertitude. Après, voilà, c'est les toujours patrons, le MEDEF et tout ça, ils sont pas super ravis quand même. Le patron du MEDEF a dit que le programme de Jordan Bardella, du point de vue économique, était, je cite, dangereux. Il y a des discours publics et puis il y a des discours privés. Voilà. Oui. Mais vous avez peut-être vu une enquête, je ne sais plus de quel institut, mais qui est sortie ce matin. 41% des patrons votent pour notre coalition. 41%. Les artisans, les commerçants qui n'en peuvent plus, des normes, des taxes, des impôts, des services publics qui ne répondent pas, des contraintes pour avoir un permis de construire, pour entreprendre, la tyrannie des CERFA, tout ça, ils veulent que ça change. Voilà. Alors peut-être certains ne veulent pas que ça change, mais c'est pas l'essentiel. On va changer avec eux, sans doute, peut-être malgré eux, mais je suis convaincu avec eux. Merci. Éric Ciotti, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs d'Europe 1 aujourd'hui ? J'ai l'impression que le plus gros message que vous vouliez faire passer aujourd'hui, c'est que pour vous, il n'y a plus que 2 blocs. Exactement. Et que pour vous, la majorité présidentielle est éliminée. C'est ce que vous dites ? Bien sûr, et qu'il faut voter utile. Voilà. Et que la majorité absolue, elle est possible. Et je suis convaincu qu'elle sera au rendez-vous pour qu'on change la France et qu'on lui donne une nouvelle espérance. Donc, il ne faut pas se disperser, il ne faut pas écouter les leçons de morale de ceux qui nous ont envoyés dans le mur, qui ont mis le pays dans cet état, qui ont échoué à peu près sur tout et qui aujourd'hui se réveillent en convoquant des peurs d'il y a 80 ans. Eh bien, tout ça, c'est pas responsable. Il faut se donner cette chance de pouvoir essayer de changer et de bâtir une France plus performante, plus heureuse aussi, qui donne sa place à tout le monde. Il nous reste quand même 3 minutes. J'aimerais qu'on prenne un dernier auditeur pour Éric Ciotti. C'est Gilles qui est avec nous. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à tous. Merci Gilles d'être avec nous. Vous habitez où ? À Lyon. Lyon, mais j'ai sévi là-bas il y a 15 jours. J'étais sur Lyon. Mais j'étais sur Lyon, Gilles, on s'est pas vu. J'étais en tournoi de padel. Ah non, malheureusement. Eh ouais, j'étais à Saint-Priest. J'étais à Saint-Priest. Avec grand plaisir. Ouais, bah tant pis, après. Bah ouais, on serait vus, on aurait fait. Moi, vous savez, moi, tant que je peux parler à des gens, ça me va, parce que plus personne ne parle dans ma famille. Voilà, donc ça me ferait plaisir. Je rigole, bien sûr. Gilles, vous faites quoi dans la vie ? Je suis directeur commercial. D'accord, très bien. Je suis un expatrié de mon île bien-aimée. Je suis corse expatrié sur le continent. D'accord, voilà. Ah oui. Alors, c'est dur de partir de la Corse quand même, hein ? Compliqué. Bah oui, compliqué, on comprend. Quand on est en Corse, on n'en parle plus, hein, normalement. Hein. On est tellement bien. Non, on parle plus. Puis nous, tous ces problèmes que vous avez sur le continent, on les connaît pas chez nous. C'est ça. Donc c'est ça qui est assez surprenant quand même. Il y a un truc que je ne comprends pas. Comment nous, sur notre petite île, on arrive à faire communauté. Comment vous, sur un continent où vous avez tous les moyens nécessaires à vivre ensemble, vous n'y arriviez pas. Ça, moi, il y a un truc que... C'est vous les gens... Il y a un truc qui... Je sais pas. Il y a un truc que vous comprenez pas. Gilles, vous avez une question pour Éric Ciotti. Oui, monsieur Ciotti, bonjour. Bonjour. Une question toute simple. J'ai vu que dans le programme avec monsieur Bardella et vous-même, vous parliez donc notamment des OQTF et que vous feriez en sorte, vous, d'appliquer la loi et donc de potentiellement pouvoir les renvoyer là d'où ils viennent. Aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, ce que le précédent gouvernement, ou le gouvernement qui est en place aujourd'hui, avait tenu des propos quasiment similaires en disant que tout OQTF présent sur le territoire national serait raccompagné là où vous venez. Concrètement, demain, vous au pouvoir, qu'est-ce qui va changer ? Sachant que les accords que vous avez avec les différents pays, si le pays tiers vous dit non, j'en veux pas, qu'est-ce que vous allez en faire ? Merci voilà, Gilles. moi, la question est simple. Elle est très simple et elle est très concrète. Juste, on a une minute. Trois réponses. On a une minute. Très concrètes. Augmenter, doubler quasiment les places en centre de rétention. On peut le faire immédiatement. On met des préfabriqués
et on place les clandestins dans des centres de rétention. On augmente la durée de rétention. C'est 90 jours aujourd'hui. En Allemagne, c'est 6 mois, ce qui permet de donner plus de temps pour expulser. Et on met la pression diplomatique et politique sur les pays qui refusent de prendre leurs ressortissants. On a des leviers puissants pour cela. D'abord, les visas qu'on octroie pour ces pays. S'il n'y a pas de laissez-passer consulaire pour reprendre les OQTF, eh bien, il y a moins ou il n'y a plus de visas. Il y a l'aide au développement, donc il faut que ça soit du donnant-donnant. Ceux qui ne jouent pas le jeu, ils n'auront plus d'aide de la France. Merci Éric Ciotti pour votre réponse très rapide et très concrète. Merci Gilles d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous. Et si je repasse à Lyon, on se voit. N'hésitez pas. Merci Gilles, salut Gilles, merci d'avoir été avec nous. Éric Ciotti, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis on ne se revoit pas jusqu'aux élections maintenant. Terminé. Quand je vous reverrai, vous serez peut-être ministre de l'Intérieur. Nous verrons bien. Parce qu'on va recevoir l'actuel ministre de l'Intérieur. La passation de pouvoir en direct. Passation de pouvoir en direct. À tout de suite sur Europe 1. Gérald Darmanin arrive. Vous pouvez lui poser toutes vos questions sur Europe 1 tout de suite.